va commencer tout de suite avec Jean-Christophe Gavrilov sur une chirurgie concernant un œil nanophtalme de 16 mm. Jean-Christophe. Bonjour, chers collègues, chers amis. C'est donc une vidéo d'une chirurgie de la on peut peut-être la lancer, ouais. Cataracte hypermure chez un patient donc nanophtalme, longueur axiale 16 mm mesurée en ultrason. Très mauvaise dilatation, pour ne pas dire pas du tout de dilatation. Dans ce contexte de chambre antérieure étroite, on a préféré utiliser des crochets à iris plutôt qu'un anneau de malugine. La cataracte était quasi morganienne, donc très mauvaise rétroillumination. On a donc coloré la capsule antérieure pour pouvoir réaliser un capsulorhexie sans trop de difficultés, si ce n'est l'étroitesse de la chambre. La phacoémulsification a été longue, lente, un peu laborieuse, cristallin très dur. Ne pas oublier de repositionner les crochets iris en cours d'intervention. Le cracking n'est pas évident sur ces noyaux très évolués parce qu'ils conservent une espèce d'élasticité, notamment au niveau de leur face postérieure. On est toujours gêné par l'absence de place pour réaliser des bons mouvements. Néanmoins, en travaillant calmement, en n'hésitant pas à réinjecter de la substance viscoélastique pour protéger l'endothélium, on arrive au bout de la phaco sans incident. L'irrigation-aspiration, elle, ne présente pas trop de particularités. Et on a donc pu envisager une implantation dans le sac après avoir élargi l'incision. La puissance de l'implant, c'était un implant de plus 47 dioptries de chez Human Optics. Alors, c'est un implant acrylique hydrophile, injectable, qui se comporte comme tout implant hydrophile, c'est-à-dire très souple, très simple à manier. Et quand on l'injecte, on n'a pas l'impression d'avoir un implant si épais au bout de la cartouche. La gamme est très étendue puisqu'elle offre des possibilités de puissance jusqu'à plus 60 dioptries. L'implant sera donc bien positionné dans le sac en horizontalisant les aptiques. On notera la substance viscoélastique en avant et en arrière de l'implant, puis les crochets à iris. On fera attention à ce qu'il ne persiste pas de synéchie, de petites hernies de l'iris au niveau de l'incision, notamment des crochets à iris. Et dans cet œil très petit, on a décidé de réaliser une suture. Les suites ont été assez simples, si ce n'est l'apparition d'une grosse réaction inflammatoire qui a entraîné une membrane cyclitique et nécessité un YAG. Une récupération visuelle plutôt satisfaisante. Le piège de ces yeux techniquement difficiles à opérer sont qu'on a tendance à les opérer trop tard, dans des conditions qui sont difficiles, avec, selon les séries, jusqu'à 20% de complications. Voilà. Merci pour cette très belle vidéo. Moi, je voudrais dire que je suis très intéressé parce que moi qui adore les anneaux de Malugin, je suis d'accord sur le fait qu'il y a vraiment des situations pour lesquelles l'anneau de Malugin n'est vraiment pas adapté. Il n'y en a pas beaucoup, mais celle-ci en fait partie et je crois que c'est vraiment très bien de le dire. Et puis c'est également intéressant sur un plan très pratique de savoir qu'il y a des laboratoires qui offrent des gammes de puissance d'implants de très forte puissance qu'on n'a pas toujours comme notion lorsqu'on est confronté à une situation comme celle-là. Est-ce que vous avez des commentaires ? Alors, on a travaillé en 2-2, classiquement. Et ensuite, la cartouche est censée passer par du 2-2, mais on a préféré élargir un petit peu pour être plus à l'aise. Est-ce que tu as pris des précautions particulières pour éviter l'effusion uvéale ? Alors, non, pas dans ce contexte-là. Déjà, l'accès au segment postérieur était compliqué, on n'y voyait rien. La chirurgie s'est déroulée sous anesthésie générale. Oui. C'était plus simple, à la demande du patient. De toute manière, les possibilités d'anesthésie péribulbaire, c'est compliqué. En topique, on savait que ça allait durer longtemps. Et il y a toujours le risque de complications péro-opératoires sur ces yeux assez difficiles à opérer. C'est la raison pour laquelle on a préféré opérer sous anesthésie générale. Est-ce qu'on peut considérer que cette grosse réaction inflammatoire est une forme clinique de réaction uvéale ? On peut le considérer, c'est décrit, ça existe. Ça n'a pas été si compliqué que ça à gérer, mais ça a pris du temps. C'est tout. Corticoïdes à dose décroissante, et puis ça finit par rentrer dans l'ordre. Merci beaucoup. On va passer à la seconde vidéo avec Alice Grise-Dulac, consacrée à une chirurgie de la cataracte avec implantation d'iStent quand l'implantation ne se passe pas comme prévu. Bonjour à
tous et merci de me permettre de présenter cette petite série de patients pour lesquels j'ai réalisé une chirurgie combinée cataracte et pose d'iStent. On peut lancer la vidéo. Et dans lesquels la situation ne s'est pas passée idéalement comme prévu. La première chose qui peut arriver quand on pose un iStent, c'est qu'on n'a pas de facilité à l'implanter et donc on doit tapoter pour l'insérer. Ça se passe plutôt bien, c'était la première vidéo. La deuxième situation difficile, c'est le saignement. Ça, c'est quand même pas si rare que ça. Et ça peut compliquer la visualisation et l'implantation. Et puis la troisième situation qui, là, est beaucoup plus complexe, c'est vraiment quand l'iStent ne rentre pas, ne s'implante pas. Alors, souvent, c'est une question d'angulation, de positionnement de l'injecteur qui fait qu'on n'arrive pas à se positionner. Quatrième situation, c'est un iStent qui ne s'implante pas, enfin qui n'est pas implanté, et puis qui se détache et qui se retrouve, on peut dire, complètement en suspension en fait dans la chambre antérieure. C'est pas quelque chose de fréquent, mais ça m'est déjà arrivé 2 ou 3 fois et c'est assez délicat à gérer, puisqu'à ce moment-là, il faut réussir à le rattraper. Alors, il faut absolument le rattraper avant qu'il aille s'échapper dans une zone trop complexe. On peut utiliser une petite pince Macpherson ou Gris-Chabert pour l'attraper. Ça marche assez bien. Et dans l'idéal, quand on réussit à le rattraper, il faut essayer de le repositionner sur l'injecteur. Donc là, voilà, on voit qu'on l'attrape avec la pince de Gris-Chabert. Donc c'est vraiment microscopique et on voit la taille, c'est vraiment microscopique et ça rend très difficile le repositionnement sur l'injecteur, mais on y arrive quand même en se zoomant bien. Donc là, on est déjà content. Et on se dit, chouette, je vais pouvoir aller enfin l'implanter dans son bon positionnement. Et malheureusement, mauvaise surprise, c'est dans ce patient-là, c'est que je suis arrivée en fait en bout de course de mon injecteur, puisque vous savez peut-être pour ceux qui ont déjà posé cet implant iStent, c'est qu'on a un nombre de possibilités d'injection qui est limité et qu'au-delà de ce nombre de possibilités, on ne peut plus implanter. Et ça, c'est un peu le mauvais aspect de cette nouvelle version de l'iStent numéro 2 qu'on n'avait pas dans l'iStent numéro 1. Voilà. Merci. Merci, des commentaires. Merci. Oui, c'est vrai que ce genre de situation arrive. J'en pose pas mal, j'avoue. Je trouve que le truc, c'est vraiment il faut les poser en une fois, parce qu'après, ça saigne et on a du mal à savoir où on est. Donc il faut tenter de changer de localisation, mais on manque souvent d'amplitude quand même. Donc à la limite, je trouve qu'il vaut mieux en poser un, d'avoir un effet moindre et en poser un, plutôt que d'essayer de batailler, d'en mettre 2, parce que ça saigne assez régulièrement, parce qu'il y a un retour sanguin des vaisseaux épiscléraux. Tout à fait d'accord. Oui. Question de Béotien, quelle est la logique de cette limitation du nombre d'implantations ? Alors c'est lié vraiment à l'injecteur en lui-même, à la construction de l'injecteur, qui fait qu'on n'a que 3 clics possibles. C'est une volonté du fabricant de limiter les possibilités. Je pense que c'est une limitation technique de l'injecteur. Oui. Après, c'est vrai aussi qu'ils sont très petits. Alors l'avantage, c'est que comme on travaille sur visqueux, ils sont un peu en suspension. Alors ça m'est arrivé 2 ou 3 fois et en fait j'essaie de les attraper un peu comme ça parce que quand on les sort de l'œil, ça devient difficile de les charger. Bon, ce sont des petits trucs qu'il faut savoir quand on commence à les poser. Est-ce que vous qui en avez une grande expérience, est-ce qu'on peut parler des résultats moyens de ces iStents sur les chiffres de PIO ? La baisse pressionnelle elle est d'ordre de 20-25% et ça enlève le nombre de traitements médicamenteux entre 1 et 2 molécules. Donc ça aide pas mal. C'est bien indiqué dans les glaucomes pour lesquels le champ visuel est relativement stable et qu'on opère de la cataracte. Et en fait, on profite de la chirurgie de la cataracte pour aller poser ces stents et ça enlève la charge médicamenteuse. Et quand tu dis 20-25%, c'est comparé à l'absence d'iStent, parce qu'on sait que la chirurgie de la cataracte a souvent quand même un effet hypotonisant. C'est en plus de la phaco. Parce que souvent, dans les études, ils comparent phaco à phaco plus iStent. Il y a beaucoup d'études sur iStent, plus phaco ou phaco seul, et on voit qu'il y a une efficacité qui semble se maintenir même dans la durée.
Ok, merci pour ce panorama des difficultés qui peuvent se poser lors de ce type de chirurgie. On va passer à la troisième vidéo du docteur Antoine Legris qui n'est pas présent, mais dont on va voir sa vidéo consacrée à l'amarrage à la sclère du complexe implant cristallinien sac anneau-capsulaire. C'est parti pour la vidéo. Les deux aiguilles droites d'un fil Prolène 10-0 sont introduites dans le trocar 25 gauche en chambre antérieure et sont facilement extraites par l'aiguille 27 gauche introduite, elle, à environ 2 mm du limbe. Les deux chefs ressortis, on effectue un presserrage de la boucle d'amarrage. On procède de la même façon pour amarrer la deuxième aptique et l'anneau de sac. On règle le serrage des points pour un implant correctement centré et stable. Section aspiration au vitréotome de résidus capsulaires. Cette chirurgie à globe quasi fermé évite explantation et nouvelle implantation. Elle semble peu agressive dans ce cas de myopie maligne. Plusieurs mérites. Le premier, c'est de montrer que les anneaux capsulaires ne protègent pas des luxations d'implant, mais ça, on le savait déjà. Et le deuxième, c'est de montrer qu'on peut effectivement faire une chirurgie de refixation à minima sans faire une explantation, réimplantation d'un implant suturé à la sclère. Donc, je trouve ça intéressant. Est-ce que vous avez des commentaires ? Oui, je trouve que c'est assez malin d'essayer de garder l'implant. Alors, c'est techniquement difficile, mais c'est assez malin. Mais bon, après, si on doit explanter et mettre un implant clippé à la face postérieure de l'iris, ça se fait aussi, mais c'est malin si on arrive à techniquement le faire. Surtout chez les patients myopes avec des grandes longueurs axiales pour lesquelles les implants clippés peuvent être parfois un peu instables. Après se pose la question de la stabilité sur le long terme par rapport à un hardissant clipsé à la face postérieure de l'iris. En fait, c'est surtout une question de technique, parce que sur des yeux myopes comme ça, avec un risque rétinien important, il est important de maîtriser la technique qu'on va utiliser, donc que ce soit explantation avec un implant clippé à l'iris ou cette technique-là, il faut faire assez peu de manœuvres en chambre antérieure et postérieure. Eh bien, donc, merci à Antoine Legris de nous avoir envoyé cette très belle vidéo. Et on va donc passer la parole à Cédric Schweitzer pour un syndrome de Marfan avec une technique de conservation du sac capsulaire. Oui. Donc, je présentais le cas d'un syndrome de Marfan avec technique de conservation du sac capsulaire. On lance la vidéo, s'il vous plaît. Donc, c'est une maladie génétique pour laquelle il existe une pathologie zonulaire et donc une ectopie cristallinienne, en général un temporal supérieur. Ça arrive entre 40 et 50 ans, donc le cristallin n'est pas cataracté. Et chez ce patient, il y a une myopisation et un astigmatisme myopique important avec un trouble important de la qualité de vision, puisque l'équateur du cristallin est dans l'aire pupillaire. Donc, on commence par créer un volet scléral en nasal, ce qui n'est pas aisé, mais bon, c'est là qu'il faut le faire, de façon à pouvoir insérer l'anneau de tension pour remettre le sac en place.
Ensuite, on va faire 3 incisions limbiques qui vont nous permettre de mettre en place les rétracteurs de sac. Puis on injecte du produit viscoélastique en avant du cristallin et surtout dans l'espace de berger, de façon à laisser la hyaloïde postérieure le plus loin possible de nos manœuvres. On fait une incision après classique. Ça, c'est la partie la plus difficile, faire le capsulorhexis. Donc en fait, on ne fait que l'entamer au départ. Il faut qu'il soit de taille suffisante. Et ensuite, on va insérer les 3 rétracteurs au niveau du sac capsulaire de façon à ramener à centrer un peu mieux le cristallin et donc le sac capsulaire. Donc il est important pendant cette étape-là de ne pas trop tendre, parce qu'il ne faut pas induire il faut pas que le rhexis file en fait. Donc il faut simplement tirer progressivement. Donc en fait, ce sont simplement des rétracteurs iriens qu'on utilise pour la capsule et ça marche plutôt pas mal, mais il ne faut pas trop tirer d'emblée, ça c'est le point important. Et on rajoute du visco en permanence. Et ensuite, on finit le rhexis, délicatement évidemment, parce qu'il n'y a pas de zone nulle, donc il n'y a pas de contre-résistance, et ça peut filer assez vite. Donc, voilà, mais une fois qu'on a réussi ça, l'essentiel est fait. Ensuite, on fait une hydrodissection classique, mais surtout une hydrodélinéation qu'on peut se permettre de faire, parce qu'en général, il n'y a pas de cataracte, et ça va nous permettre d'enlever les bols successifs, sans trop de mouvement à l'intérieur du sac. Et en fait, la partie la plus difficile dans cette phase-là, c'est quand il ne reste plus grand-chose. Parce qu'effectivement, après, du coup, le sac a tendance à se rétracter. Et donc, on va essentiellement travailler en temporal, de façon à ne pas tirer sur la zone sur laquelle il y a les rétracteurs. Et ensuite, on regonfle le sac avec du produit viscoélastique. Et on tire progressivement, on centre le sac. Ensuite, on va mettre en place un anneau de tension dans le sac capsulaire. C'est un anneau de Cioni. Comme vous pouvez le voir, donc, il y a une boucle, on met un prolène double aiguillé au niveau de cet anneau. Donc on laisse les 2 aiguilles, puis on va rentrer une aiguille 30 gauge au niveau du volet scléral. Et hop, on fait passer la première aiguille. Et ensuite, on fait la même chose un peu en dessous pour faire passer la 2e aiguille. Donc l'intérêt de faire ça, c'est qu'on est dans le sulcus, mais on maîtrise mieux le geste que de passer directement l'aiguille. Et ensuite, il ne reste plus qu'à serrer délicatement l'anneau de tension. Donc il ne faut pas trop serrer là aussi. L'essentiel, c'est de centrer le sac. Et ensuite, on fait une implantation classique dans le sac capsulaire. Et dans ces cas-là, l'implant, en général, est normalement bien centré. Bravo, superbe vidéo. Juste une question, dans ton expérience, les anneaux de tension, les anneaux de rétraction capsulaire n'ont pas d'intérêt particulier par rapport aux crochets à iris. Tu as pris des crochets à iris. Oui, je prends des crochets à iris parce que je trouve que c'est pas mal, ils sont assez souples. Les crochets capsulaires n'offrent pas d'avantage particulier. Je fais avec ce que j'ai au bloc, donc j'ai un peu moins l'expérience avec cela, mais ça marche bien. Ça marche bien comme ça. Il faut juste que ce soit un embout mousse en fait. Et je trouve que c'est pas mal comme ça. Voilà. Alors l'essentiel, c'est de surtout pas trop tirer sur le sac. Il faut vraiment faire des gestes très progressifs, mais quel que soit le type de rétracteur qu'on utilise. C'est superbe en tout cas. Des commentaires. Est-ce que tu fais cette chirurgie sous anesthésie topique ou est-ce que tu fais une sédation ou quelque chose de plus important pour éviter les hyperpressions? Je fais ça sous anesthésie générale. Ouais. Ça dure quand même assez longtemps, l'air de rien. Il ne faut pas que le patient bouge. On travaille en nasal du coup parce que ce sont des luxations qui sont supéro-temporales, donc on n'est quand même pas très à l'aise. Vraiment, ça vaut le coup de les. En plus, ils ont plutôt entre 40 et 50 ans, donc faire une anesthésie générale chez ces patients-là, c'est vraiment pas un problème. Ça paraît raisonnable, oui. Oui, tout à fait. Oui. Merci beaucoup pour toutes ces magnifiques vidéos.